Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce 3 décembre 2022. Ce samedi, chers amis internautes, nous allons dans un premier temps décrypter le message de l'ancien président Thomas Boniaï dans le cadre des élections législatives du 8 janvier prochain. Nous essaierons de faire un bilan de la 8e législature et en fin d'émission, nous essaierons de livrer quelques attentes par rapport au discours sur l'état de la nation du président Patrice Talon, un discours qui est attendu le 8 décembre prochain. Pour le débat de ce samedi matin, chers amis internautes, j'ai convié sur ce plateau Moïse Dosoumou. Il est chroniqueur politique, analyste politique. Il sera face à Jacques Boko, qui est rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Le troisième invité a pour nom Bienvenue Agba Sagan, journaliste au sein du groupe de presse Le Matinal. Avant de les retrouver pour le décryptage, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vous présente les filières disponibles à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. À suivre également les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Cotonou, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Moïse Dosoumou. Bonjour. Bonjour Kandé, bonjour mesdames, messieurs. Bonjour également à Jacques Boko. Bonjour, bienvenue à Bassagan. Bonjour. Merci d'être là ce samedi matin. C'est nous. Alors Moïse Dosoumou, vous êtes professionnel des médias, analyste, chroniqueur politique. Dites-nous, quelle appréciation portez-vous sur le message que l'ancien président Thomas Boniaï a rendu public dans le cadre de ces élections législatives-là? Bon, je retiens essentiellement que c'est un message de paix. C'est vrai que beaucoup avaient pensé, il y a encore quelques semaines en arrière, que ce n'était pas évident que Boniaï se mêle de ces élections-là parce qu'il aurait un mandat au niveau de la CEDEAO et que cela l'éloigne un peu de nos réalités. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a 3 ans en arrière, en 2019, disons fin 2018 et début 2019, il faisait quand même partie des protagonistes dans la crise pré- et post-électorale des législatives de 2019. On a vu tout ce que ça a engendré comme violence, comme mort, comme affrontement. Et lui-même en a payé le prix d'une certaine manière, en restant enfermé chez lui 52 jours durant. Donc quand on a été partie prenante à une crise de cette ampleur il n'y a pas si longtemps, et qu'aujourd'hui les choses semblent relativement mieux se passer, donc c'est normal qu'on vienne apporter un message de paix. Donc moi je perçois ce message dans ce sens. C'est une invite à la paix, à la tolérance pour que tout se passe au mieux cette fois-ci. Jacques Boko, est-ce que la perception est la même avec Moïse Dosoumou? Évidemment, parce que quand on lit le message, il appelle à la paix. Il veut que le Parlement soit à l'image d'un Parlement que souhaiterait le peuple béninois, c'est-à-dire un Parlement avec toutes les sensibilités, et puis un Parlement où les débats se feront réellement désormais. Oui, un message de paix, mais en même temps, on peut y voir
la touche du médiateur en Guinée, parce que son image passe par là également. Vous ne pouvez pas être médiateur et être pyromane à la fois. Maintenant, sur un autre plan, on peut dire, contrairement à 2018-2019, comme le souligne Moïse, est-ce que ce n'est pas parce que le parti dont il est le président d'honneur a été finalement accepté, parce que les propos ont été édulcorés contrairement à son engagement sur le terrain, et puis ces propos tenus en 2019 lorsque le FCBE ou l'opposition n'a pas participé aux élections. Donc c'est un message d'apaisement. Je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter, hein, la paix, et que les élections soient vraiment transparentes pour éviter les heurts, les violences auxquelles on assiste depuis 2019. Bienvenue à Bassagan. Quelle est votre lecture de ce message-là? Bon, comme l'a dit mes prédécesseurs, d'ailleurs, quand j'ai écouté l'année à moi, il faut le dire, je le dis sur ce plateau, c'est eux qui m'ont initié au journalisme. En tout cas, quand je suis venu dans le monde, j'étais tombé dans leurs mains. Et donc, c'était en 2010. Et je leur rends hommage pour ça. Oui, je leur rends hommage pour ça. Et aussi avec le grand frère Jacques, ceux qui nous aident donc à mieux attiser notre manière de réfléchir sur les sujets d'actualité. Et donc, les deux ont déjà tracé les sillons de cette réflexion, il faut le dire. Par rapport à cette question, bien sûr, c'est une question de paix. C'est une question de paix et le président Boni Yayi a su bien jouer parce que c'est aussi une épreuve pour lui. Pourquoi vous êtes médiateur, il faut le dire, et que vous êtes en train donc d'appeler certaines parties à une réconciliation. Vous ne pouvez pas revenir dans votre pays, quelle que soit votre coloration politique, ne pas parler de la paix, ne pas prôner la paix. Et donc, Boni Yayi est dans cette dynamique. Est-ce que j'ai apprécié encore chez Boni Yayi, il faut le dire, c'est que le président a été très objectif en disant qu'il demeure toujours démocrate et que le seul parti dont il a le logo sous son lit ou bien quoi, je ne sais pas, sous son oreiller en tout cas, c'est le parti Les Démocrates. Un petit tacle à l'endroit de FCBE? Non, ce n'est pas. Vous savez, on est dans un monde politique en fait. Et si vous analysez bien la façon dont il y a eu cette dislocation entre Paul Rumpert et puis les autres membres de la Force et Point Bénin, c'était les Forces Cori Point Bénin émergent, mais on est revenu à la Force Cori Point Bénin émergent. Vous auriez dû comprendre que ça ne peut que se passer de la sorte, puisque l'autre... Donc, ce sont de bonnes guerres. Voilà, c'est de bonnes guerres. Mais cela a été joué de manière stratégique et cela participe de la bonne démocratie. Il faut le dire. Et qu'il est aujourd'hui, le parti, les démocrates, on l'a souhaité, on a tant voulu, et qu'on fasse tout possible, et c'est-à-dire s'ils remplissent les conditions, qu'on laisse ce parti-là participer aux élections. Ils sont venus lui présenter le récépissé. Voilà le message, le bon message de Boni Yayi. C'est le bon message de Boni Yayi. Alors, Moïse Oussoumou, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'ancien président Boni Yayi soit aux côtés des démocrates en dehors de quelques messages ou quelques images où on voit qu'il soutient véritablement les acteurs de ce parti politique? Est-ce qu'on peut le voir dans la campagne de ce parti politique-là? On peut s'y attendre. Est-ce qu'on peut s'y attendre? Je pense aussi qu'il faut rester dans une certaine logique. S'il faut rester objectif, je dirais non. Il ne faut pas s'y attendre. Parce qu'il est dans une autre posture désormais. Même si sa mission semble s'épuiser plus ou moins avec succès en Guinée, je pense que cette peau de médiateur dans laquelle il s'est trouvé à un moment donné de manière très active, avec les succès, enfin tout semble aller dans le bon sens aujourd'hui dans ce pays. Je ne dirais pas grâce à lui, même s'il a œuvré quand même dans ce sens. S'il doit se mettre dans la campagne ici, il se met d'office dans la peau d'adversaire, dans la peau de protagoniste. Il ne peut pas se mettre dans la campagne et venir adouber le chef de l'État. Il ne peut pas se mettre dans la peau de quelqu'un qui fait campagne en tant que membre leader de l'opposition et ne pas faire, disons, ne pas tirer sur le régime. Et on connaît le tempérament de Boni Yayi, on connaît son enthousiasme, on connaît le sens de son engagement. Je pense que il vient plus ou moins à travers ce message-là. Pour moi, l'essentiel de ce message, ce n'était pas un appel à la paix. Enfin, ça, c'est ma lecture personnelle. Ce n'était pas fondamentalement un message à la paix. C'était sa manière à lui de dire, les démocrates, c'est mon parti, je les soutiens à fond, contrairement à ce que vous pensez,
Et voilà ma manière justement de leur porter un coup de pouce. Parce qu'on ne le verra pas sur le terrain. Moi, je suis formel sur ça. Et beaucoup disaient, même à tort ou à raison, qu'il s'est retiré du parti parce qu'il a été médiateur, parce qu'il a conclu un accord avec le régime, parce que, et qu'il sera totalement absent. Mais est-ce qu'on peut avoir des insinuations comme quoi les démocrates sont désormais un parti peut-être à la solde du pouvoir comme... Non, moi je ne dirais pas ça. Je ne vais même pas dans ce sens. Moi, pour l'instant, je m'attends sur la personne de Boni Yayi, Boni Yayi, oui, qui vient de montrer à travers son message qu'il est toujours avec les démocrates et qui vient de faire campagne pour ce parti. Rien que par ça. Je pense que cette séquence, les gens vont la jouer à fond pour montrer qu'il est là. C'est son parti. Ils vont user de son message, à défaut de l'avoir avec eux sur le terrain dans les contrées. Ils vont user et abuser de ça pour montrer que, ah non, le patron est toujours là, il est toujours derrière nous. Quant au deal que le parti aurait fait avec le pouvoir, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais tout semble indiquer qu'il y aurait plus ou moins eu des ententes. Cela n'empêche qu'en politique, même quand vous êtes à couteau tiré à un moment donné, il ne faut pas avoir fait des compromis, voire des compromissions pour avoir justement ce que vous voulez. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Ils ont tenu à aller aux élections. Ils ont fait le pas qu'il faut, ils ont fait les concessions qu'il fallait. Peut-être qu'ils sont allés même dans le sens de la compromission, c'est bien possible. Mais le plus important est qu'on assiste plus dans notre pays, à partir de maintenant, à des élections fermées où c'est un seul camp qui y participe. Jacques Bokora? Oui, quand on voit la façon ou l'occasion à laquelle l'ancien chef de l'État a profité pour passer son message, contrairement à ses habitudes, où c'est par les médias ou par la presse qu'il passe ce genre de messages, ou bien sur sa page Facebook. Ici, on a profité d'une visite qu'on lui a rendue, notamment les ténors du parti, qui lui ont rendu une visite et il a profité. Le récépissé définitif. Exactement. Donc, comme je souscris entièrement à ce qu'a dit Moïse, ça c'est du Boni Yayi, à défaut d'aller sur le terrain, à défaut de s'afficher publiquement, il s'est réservé ce droit-là de profiter de cette occasion pour faire passer un message. Oui, je colle mon image toujours à ce parti politique, je reste démocrate. C'est un message qu'il passe et je continue effectivement de croire que il ne sera pas sur le terrain comme précédemment, comme on l'a vu entre 2016 et 2022, très actif, où il allait sur le terrain, même si ce n'est pas à des moments de campagne électorale. Il ne le fera plus ainsi. Peut-être ça fait partie du deal avec son ami. Vous pensez qu'il y a eu un deal? Bon, en politique... Ou il y a eu un compromis? Oui, mais le compromis, deal, il y a une différence. Est-ce qu'il y a une différence? Non, ce qui est sûr, ils se sont entendus sur un certain nombre de points. Non, mais deal, compromis, compromission. Écoutez, moi, il n'a pas de différence. C'est presque la même chose. C'est presque la même chose. On s'est entendu quand même sur certaines choses. La rencontre du 21 septembre 2021 et puis les autres rencontres qui ont suivi, sans doute qu'il y a eu entente et puis son nom a été même proposé, même si c'est la conférence des chefs d'État de la sous-région qui a entériné pour qu'il soit médiateur. Je pense qu'il y a eu débat, il y a eu entente sur un certain nombre de points et Boni Yayi sans doute ne sera plus dans la même peau que le Boni Yayi que nous avions connu avant 2022. Avant 2022. Voilà. Bienvenue ambassadeur, est-ce que vous pensez aussi, vous avez des ressentis, ou est-ce que vous pressentissez le fait que Patrice Talon Boni Yayi soit dans un deal? Oui, quand vous parlez de deal, moi j'ai toujours dit qu'en politique, il y a l'invisible et le visible, en fait. Parce que le visible est commandé par l'invisible. Et il faut dire aussi, en politique, il y a des actes réels et des actes ciblés. Et vous allez voir, tel que les choses ont évolué,
vous allez naturellement dire qu'il aurait eu une clause compromissoire ou un compromis. Ça, pour toute personne, pour tout analyste politique, la façon dont les choses se sont déroulées avec des rencontres, des visites et avec des personnes avec qui, en tout cas quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas pendant longtemps, des protagonistes qui, à un moment donné, on ne sait pas par quelle alchimie ils se sont retrouvés et donc peut-être ils ont déjà tout tracé. C'est pour garantir la paix. Oui, c'est ce que tous nous avons souhaité, que la rencontre de ces deux-là, c'est ça qui, voilà, donc, qui garantissait la paix. Et vous avez vu, à la suite, vous allez remarquer que des choses ont commencé par changer, comme le souhaitait le peuple. Il ne faut pas se voiler la face pour le dire, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Et donc, à partir de cet instant, on peut, restant dans la chronologie de ces événements, on peut dire qu'il y a eu compromis et qu'aujourd'hui, le parti, les démocrates puissent participer aux élections et qu'à un moment donné, certaines personnes qui avaient tant douté donc, de cette sincérité, de la légalité donc, de cette Cour constitutionnelle puissent aujourd'hui donc célébrer cette même Cour. Il faut comprendre réellement que lorsqu'on met la paix au-dessus de tout, lorsqu'on met la paix au-dessus de tout, moi je dis toujours, même s'il faut faire les conciliabules les plus nuls pour qu'il y ait la paix, il faut les faire en fait. Et donc c'est ce qui se passe, même si quelque chose peut être critiqué par quelqu'un pour dire que oui, ils ont eu deal, est-ce qu'on a la paix? C'est la nécessité, c'est ce qui est indispensable et nous l'avons. L'essentiel aujourd'hui, vous voyez, on va à une élection qui n'est pas une élection des seuls partis qui soutiennent le pouvoir en place. Et voilà des événements, en tout cas des situations qu'il faut donc admirer dans la République parce que nous sommes... Vous savez, avant qu'on ne repêche, avant que la Cour ne réhabilite les démocrates, eh ben, beaucoup d'analystes, y compris nous-mêmes, nous avons même fait des analyses dans ce sens. Moi aussi, bien sûr. Voilà, on voyait déjà les démocrates laissés sur le quai. Évidemment. Voilà, et on s'est dit, mais à quoi alors ont servi les différentes rencontres entre Yahi, Soglo et Patrice Talon? Ah oui, mais puisque en politique, on met les choses sur la table, ça se discute. Je te concède ceci, mais en retour, tu me donnes cela. Donc, si on a fait tout ça et que on n'a pas libéré des prisonniers politiques, les démocrates n'y vont pas, alors les gens auront raison de dire qu'ils sont allés négocier juste pour leur propre intérêt. Donc, moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans l'ordre normal des choses. Si on doit suivre la logique des conciliabules, il y en a toujours. On met les choses sur la table et on s'entend. Donc, pour moi, dire qu'il y a deal, compromis, compromission, moi, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. En politique, rien n'est exclu et c'est normal. Oui, Dossoumo, vous voulez réagir très rapidement? Je souscris à ce qui est dit, mais pour moi, on peut faire des deals en politique, peut-être pour négocier la libération des prisonniers politiques, peut-être pour négocier la paix, ainsi de suite. Mais moi, je suis formel, je ne peux pas faire des deals en politique pour qu'un clan accepte qu'un parti puisse participer à l'élection. Pour moi, ça sort de l'entendement. La participation à l'élection doit être libre et ouverte à tout le monde. Donc moi, je sors cette affaire. Je ne dis pas qu'il y a un deal qui a permis ça. Mais pour moi, quand on est dans une démocratie, même quand elle est en construction, cela sort de l'entendement pour moi qu'un parti politique puisse négocier pour participer à l'élection. Mais il se fait qu'il y a eu des échéances. Il se fait qu'il y a eu des échéances. Il y a eu un passé, soit. Voilà, il y a un passé. Mais je dis, ça ne devrait pas faire partie d'un deal parce que ce n'est pas normal. Parce que si on doit pouvoir continuer à réfléchir comme ça, raisonner ici et à le dire ici, c'est qu'à terme, on crée les conditions pour que tout pouvoir puisse penser et trouver normal que les autres doivent négocier, ceux qui ne parlent pas le même langage que lui, pour participer à l'élection. Pour moi, ce n'est pas normal. Tout parti, quel qu'il soit, quelle que soit son appartenance, doit pouvoir participer à l'élection sans aller demander la permission, l'autorisation à pouvoir en place. Oui, bienvenue, vous voulez réagir aussi? Oui, Cadet, il faudrait le dire, ce n'est pas une question de conditions que doivent poser les autres, en principe, que doivent poser. En tout cas, ces personnes, en réalité, ceux qui disent que les autres participent à une élection, ont quel droit
de le dire par rapport à ce que, parce que nous sommes dans un État démocratique. Cependant, il faudrait nécessairement que ceux qui ne sont pas d'une même voix, que le pouvoir en place soit toujours en règle. Parce qu'on a toujours dit qu'il va loin ménage sa monture. Nous tous, nous le savons très bien. Et donc, il faut déjà avoir un esprit d'anticipation. Il ne faut pas rester dans l'impréparation, dans l'improvisation pour pouvoir dire qu'on veut participer à une élection tant que vous sachiez très bien que vous ne partagez pas la même voie avec les autres. Parce que ce qui s'est passé dans ce cas qui pourrait laisser simuler ce compromis dont nous parlons, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas à jour vis-à-vis du fisc en réalité. Vous savez que vous voulez participer à une élection. Non, on ne refera plus ce débat. Ce que dit n'est pas honnête, il n'est pas franc. Parce que on ne refera pas ce débat. Quand vous suivez la décision de la Cour, quand vous voyez les motifs de la Cour, absolument, la Cour n'a pas dit que la Sénat a rejeté parce que les gens ne sont pas arrêtés. Ouais. C'est parce que la Cour a dit. Parce que quand on raconte des inepties du genre, il faut pouvoir les corriger. Parce que les gens ne suivent. Ce qui s'est passé, c'est quoi? La Cour même a reconnu que c'est la direction des impôts qui n'a pas respecté les délais de réponse à ceux qui ont demandé le quitus fiscal. Si la Cour avait respecté les délais, même donné des réponses négatives, la Cour n'aurait pas donné la décision. Et cette même Cour a dit qu'elle ne se prononcera pas sur le montant qu'on a flanqué. Il faut éviter de raconter les coups. Ce que la Cour a dit n'a rien à voir. Cependant, Cadet, qu'on n'est pas en règle, c'est trop gros quand même. Cependant, Cadet, je pense qu'entre ce qui doit être et ce qu'on fait, il y a un fossé. Il y a même que parfois, on analyse la situation et bon, je sors des institutions, je reviens terre à terre à ce qui se passe à la maison. Parfois, il y a 2 enfants qui se battent à cause peut-être de cet objet, mais en tant que sage ou en tant que parent, celui qui a raison, là, on dit non, on remet ça à l'autre juste pour qu'il y ait la paix. Ça se passe. Et au niveau de la République, quand on revient encore au niveau pays, il y a que quand on analyse une situation, on sent que ça peut basculer dans la violence. On peut revoir. Et ça, c'est aussi le rôle de la Cour constitutionnelle. Pourquoi, au niveau de la Cour, on dit qu'il doit y avoir des historiens, qu'il doit y avoir un certain nombre de profils, vous pensez? Donc, oui, entre ce qui doit être et ce qu'on fait, ce qu'il faut faire, il y a un fossé. Ce qui fait que je suis d'accord qu'on ne doit pas tolérer ça. On ne doit pas négocier la participation d'un parti politique, surtout qui a respecté toutes les conditions. Mais il se fait que, bon, ce sont les hommes qui gouvernent, ce sont les hommes qui manipulent les thèses. Même il y a l'intime conviction du juge au tribunal. Ou on peut vous jeter en prison parce que, ou bien on peut vous relâcher parce qu'on a analysé les situations. On peut être heureux alors aujourd'hui que les démocrates soient dans la course. Oui, mais je suis d'accord avec vous qu'ils soient dans la course. Moi, je l'ai tant souhaité parce que je veux tester un peu donc, le potentiel politique de ces partis de la mouvance. Parce qu'on veut voir réellement, ils n'ont pas encore eu de concurrents de taille. Ça, il faut le dire, ce sont non, mais c'est clair et net. Vous tous, nous le savons. Vous voulez prouver. L'Union progressiste et le BR aussi n'ont pas eu de candidat de taille. Non, c'est pour dire en réalité, puisque les deux sont dans le même sens, ils sont dans le même couloir en fait. Même si on parle d'élections législatives, et chacun là, c'est que chacun vise son intérêt. C'est-à-dire, moi je veux avoir plus gros, mais leur action, ça va dans quel sens? Dans le sens de pouvoir en place et c'est terminé. Vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, vous voulez maintenant qu'on le tende un peu les nerfs. Oui, mais c'est normal. Sinon, ça ne rend plus le jeu bon en fait. C'est-à-dire que le jeu sera fade et rébarbatif. Il faut le dire. Il faut qu'on termine avec ce genre de situation-là, ces genre de situations qui sont venues dans notre système démocratique. Mais il y a tout à l'heure, je voudrais revenir sur un point que Moïse a abordé. Quand je parlais tout à l'heure des questions de quitus fiscal au niveau donc de la direction générale des impôts, c'est la décision de la Cour constitutionnelle qui est venue nous montrer à nous tous qu'en réalité, ce qu'on est en train de dire, on dit qu'ils ne sont pas à jour vis-à-vis du fisc, que c'était une question de délai qu'on ne leur a pas accordé de réponse en fait. Et donc, je suis d'accord sur le point où c'est au niveau de la Cour.
si on n'a pas écouté les deux parties, est-ce que nous aussi, nous allons comprendre réellement que qui dit la vérité? C'est pour ça que c'est Merci le à vous, juge qui bienvenue à départage Massagam. un peu Je vous prie de ne pas relancer le débat parce donc, que voilà. nous Non, devons... c'est même heureux qu'ils le disent, parce que ce qu'il dit maintenant, c'est tout le contraire de ce qu'il a dit. Non, tantôt. non, c'est Tantôt, parce il que moi, disait moi, que les gens il y a n'étaient le pas partout, avec, ils vous voulaient avez- participer. Non, Maintenant, il dit tout le moi, contraire. moi, moi, Donc, ça c'est arrive. pour ça, non. Moi, Quand vous non, êtes, non, quand vous moi, êtes sur la moi, mauvaise moi, direction, il faut vous ramener à moi, l'église. pas les- Alors, Moïse, moi, On va pas pas les- dire tout de go qu'ils sont pas en règle. moi, C'est pas pas possible. les- Non, nous allons il faut arrêter avec ces progresser. synopsis-là. Ça- Nous allons, ça- nous allons ça- progresser et je crois que nous avons à peu près une vingtaine de minutes pour nous prononcer très rapidement de façon sommaire sur la 8e législature. Moïse Dosunmu, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette législature-là? D'abord, les conditions d'installation de cette législature, nous le savons tous. Ce n'est pas le peuple béninois dans son ensemble qui a adhéré à ça. Nous avons connu le très faible taux de participation. Donc, on peut dire qu'il y a un peu comme une méfiance, une certaine distance que la grande majorité des électeurs, disons, a eu par rapport à cette législature-là. On a vu comment ça a été installé, l'Assemblée très militarisée, les villes très militarisées et tout, avec la tension ambiante, les morts et tout le reste. Mais il n'en demeure pas moins que le rôle d'une assemblée, c'est deux choses. C'est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Sur le premier point, des lois ont été votées en série, en cascade. On a vu comment ça a été fait avec une rapidité déconcertante. Même la révision de la Constitution, on a vu comment ça a été fait avec une fulgurance inouïe, alors qu'on n'avait même pas vu le test et tout. Et on découvrait même le test, quelques points du test, et il fallait attendre des jours, voire des semaines après, avant de prendre connaissance de ce qui a été voté. En gros, beaucoup de lois ont été votées, de ratifications et tout le reste. Mais le deuxième point, le contrôle de l'action du gouvernement, là, on n'a pas vu grand-chose. On me dira peut-être que parfois dans ces questions. En tout cas, moi, je n'en ai pas vraiment vu. On a vu des choses, mais ce à quoi on était habitué dans ce sens, où on voyait des interpellations, on voyait des questions écrites, des questions orales, la fréquence de ces actes-là, la diversité des auteurs, justement, de ces actes et tout, ça n'a pas été le cas. Ça a été un peu le parent pauvre de cette législature. N'empêche, elle existe toujours jusqu'à encore quelques semaines. On ne peut pas lui dénier le droit de son existence, ni des actes qui ont été posés. Mais il n'en demeure pas moins qu'à titre personnel, je suis resté sur ma faim, sur beaucoup d'aspects, et il n'en pouvait pas être autrement. Lesquels, par exemple? Le contrôle de l'action du gouvernement, la qualité des lois votées, les débats parlementaires, la diversité des débats. On n'a pas vraiment eu ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est dans notre histoire. Il faudrait souhaiter que, disons, parce que n'oublions pas que la représentation nationale, tout le monde devrait pouvoir s'y retrouver, quelle que soit son obédience. Ce sont nos représentants. Donc, ce qui s'y passe, quand on voit les opinions divergentes, quand on voit un peu les joutes verbales et tout, ça permet plus ou moins de savoir où se trouve la vérité, mais surtout un semblant de vérité. Mais quand dans la plupart du temps, tout le monde est unanime, on va tous dans le même sens, on veut des trucs à l'unanimité en série et tout, on se pose des questions. Parce que j'ai oublié le nom de l'auteur qui dit que quand tout le monde pense la même chose, c'est qu'il y a quelque part quelqu'un qui a pas dû qui a au fait beaucoup que, réfléchi. bon, Donc, sont tous des partis. oui, c'est ce que je dis. C'est ça qui est malheureux. Il faudrait qu'à l'avenir, on évite ça et qu'on note quand même une certaine diversité. Sinon, au bout du rouleau, n'empêche, des lois ont été votées. Ils ont contrôlé à leur manière le gouvernement, même si je suis resté sur ma faim, sur les deux volets. Jacques Bocor, qu'est-ce que vous retenez de cette législature? Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre que Moïse n'a pas encore souligné? Je pense que ce que je peux ajouter, c'est que ce n'est pas une législature, est-ce que je dois dire démocratique? Moi, je suis de la presse, mais il paraît qu'avec la 8e législature, la presse a été chassée du Parlement au profit des relayeurs d'infos. Oui, la 8e législature a communiqué par ses canaux, par la radio hémicycle et la télévision hémicycle désormais. Mais il se fait que les journalistes parlementaires n'exercent plus librement leur profession. Quand cette législature s'est installée, on a tout fait de balayer ces confrères-là du Parlement. Et la cabine, on a profité de la crise sanitaire pour transformer ça. Bon, et voilà, sur ce point, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Il a parlé des lois qui se votent au kilo. C'est le record même de tous les parlements. Je pense plus de 1000 lois votées, non? De toutes les façons, il a parlé de la qualité des lois. Des lois qu'on vote, qu'on renvoie
en plein processus électoral, on stoppe, on va modifier, on revient. Bon, quand ça se passe comme ça, quelle image? Avant, moi, j'avais le plaisir de citer les noms, peut-être de 30, 40 députés, même si on me réveille d'un sommeil profond. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si je peux citer 10 noms. Pourquoi? Oui, parce qu'on ne les voit pas s'afficher. On les voit parce qu'il n'y a pas de débat. Pourquoi on connaissait les députés? C'est parce qu'il y avait débat au Parlement. Je ne suis pas pour des débats avec des invectives, où on injurie, on manque de respect. Je ne suis pas pour un Parlement qui mange d'arachides. Je ne suis pas pour un Parlement tam-tameur. Mais il a manqué ces genres de pics, ces genres de débats démocratiques qu'on avait. C'était houleux, mais il y avait quand même un fond. On éprouvait même du plaisir tard la nuit à suivre ces débats parlementaires sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, on n'en voit plus. Des rapports d'activité qui sont votés à l'unanimité, on ne trouve même pas une virgule mal placée. Voilà. Quand on laisse tout ça, on peut quand même dire... Oui, même les lois, les projets, que ce soit projet ou proposition de loi, c'est pratiquement à l'unanimité, à part peut-être une ou deux abstentions. Je pense que quelqu'un peut dire même en Corée du Nord, ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est une faiblesse. Maintenant, il n'en demeure pas moins qu'il y a des lois qui ont quand même été votées, qui sont au profit de la population. Quand je prends juste cet exemple récent, la loi sur la prise en charge des familles, des militaires envoyés en mission commandée, je pense que c'est positif. Très positif. J'oublie d'autres lois qui ont été votées comme ça. Oui, la loi qui a amnistié certains détenus des échauffourées politiques là, en 2019. Je pense que c'est le même Parlement qu'on a dit monocolore qui a fait ça. Donc, c'est à l'actif de ce Parlement. Il y a plein de lois comme ça, mais il y a plus de passifs que d'actifs. Il y a plus de faiblesses que de succès. Voilà, il faut corriger ça. Il faut souhaiter que la 9e soit à l'image des précédents. C'est-à-dire de la 7e, 6e, 5e, etc. Voilà. Etc. Ouais. Bienvenue à Wassagan. Quel est le vote de bilan? Oui, il faut dire que c'est un Parlement qui est allé dans ce que j'appelle une confusion. Une confusion parce que ils ont confondu le fait qu'ils sont venus au Parlement avec l'exercice du rôle de parlementaire. Vous savez très bien, ils n'ont pas rendu, il n'y a pas une vitalité au sein de ce Parlement-là. Il faut le dire, quoi qu'on dise, qu'on dise qu'on a aujourd'hui des lois, il y a eu des lois qui ont été votées, des lois à vocation sociale, il faut le dire. Par exemple, la loi sur le bail à usage domestique, et dernièrement, la loi sur le crédit bail, j'apprécie, c'est la loi sur les violences basées sur le genre. Vous voyez, il y a eu de Est-ce que cette différente législation, est-ce qu'elle ne regorge pas quelques insuffisances? Non, c'est clair. Puisque c'est l'humain, tôt ou tard, quel que soit ce que fait l'humain, il n'y a jamais quelque chose de parfait. Il faut considérer cela. Vous savez, tout à l'heure, Moïse a parlé. Sur le plan de loi, ils en ont voté assez. Il y a eu de bonnes lois et il y a eu d'autres aussi qui ont été contestées. C'est le droit pour les gens de contester la loi. Mais sur le plan du contrôle de l'action gouvernementale, ils en ont fait un formalisme. Ce n'est pas le pouvoir en place qui leur dit ça, en fait. Mais eux, ils en ont fait un formalisme. Et quand je laisse cette étape, il a abordé la question de la presse. Moi, j'ai senti la disparition du réseau des journalistes accrédités au Parlement. Je me dis, mais ils en ont fait quoi? Ils en ont fait. Je ne sais même pas comment ils ont géré cette affaire-là. Vraiment, c'est pas du tout agréable. Et il faut dire ce Parlement que même si vous êtes journaliste et que vous les voyez, vous les abordez pour dire, honorable interview, on dit non, je vais la consulter mon parti politique.
Ah, mais je me dis, mais et parfois, il y a d'autres qui vous naguent. Non, mais nous sommes à l'aide des partis politiques forts. Non, à l'aide des partis politiques forts. Et non des individus. Non, un parlementaire, c'est le représentant du peuple et non le représentant d'un parti politique. À moins que nous ne soyons pas dans un système démocratique. Là, vous allez me dire qu'il représente le parti. Il a un mandat, c'est-à-dire, c'est le peuple, c'est moi qu'il représente au Parlement. Et donc, moi, en tant que journaliste, je le dis par rapport à ce peuple-là, venez nous parler, vous dites que c'est le parti politique qui va donc donner les orientations. Il y a d'autres même qui ne parlent même pas. Et donc, on ne peut pas avoir des députés de ce acabit et être heureux. Il faut le dire. Et c'est pourquoi j'ai dit ils ont confondu le fait qu'ils sont venus au Parlement avec le rôle qu'ils doivent jouer. Ce n'est pas quelqu'un qui va leur dire jouer ce rôle quand vous décidez d'être parlementaire. À moins que vous étiez dans votre sommeil, on vous a réveillé pour dire venez devenir député et que vous avez trouvé le terrain libre et que vous êtes devenu député. Oui, mais il faut qu'on se dise un certain nombre de... Ce n'est pas la réforme du système partisan qui dit ça, en fait. Mais les gens se sont comportés de la sorte, ce qui n'est pas du tout bien pour un État. Donc, ce que moi, je dis, oui, on a eu un Parlement, les choses ont fonctionné, on a voté des lois, et ils ont fait leur contrôle à leur manière. Mais aujourd'hui, il faudrait que nous ayons des voix... on a vu par moments des gens qui ont critiqué, mais ils n'ont pas... Ce n'est pas parce que nous sommes dans le même clan, en fait, que ce qui concerne le peuple, on ne va pas avoir une autre voix, un autre son de cloche. Mais lorsque vous êtes dans une localité où tout le monde est béni, oui, ça inquiète en fait. On se dit, ça n'augure pas d'un bon avenir en fait. Alors, donc, oui, excusez pour que je puisse conclure. Ce Parlement a joué son rôle, a joué sa partition et je ne leur dénie pas le rôle de législateur. Ils ont joué, mais il y a eu assez de failles, il faut le dire. Oui, non, ce que je voulais souligner, vous voyez, la crise sanitaire avec le rapport qui a suscité polémique sur la gestion des fonds Covid, normalement, ça devait déjà nécessiter une interpellation du ministre des Finances, du ministre de la Santé, avec le tollé qu'il y a eu. Je prends la question de l'augmentation des salaires. Depuis, le gouvernement promet, mais les députés pouvaient interpeller le gouvernement. Mais écoute, c'est quand réellement? C'est quand réellement? La question de l'insécurité dans le nord du pays, quelles sont les dispositions que vous prenez? Il faut interpeller. Il y a eu des questions. Je vais vous donner un exemple. J'ai suivi une interpellation du genre, c'est par rapport au ministre des enseignements maternels et primaires. L'interpellation, c'était pendant les vacances. C'était pendant les vacances, on a fini l'année scolaire. C'est en ce moment que les députés veulent savoir comment on a géré la question des comment on les appelle, les vacataires, comment vous les appelez maintenant? AME. Les AME, les aspirants. Comment on a géré ça? Combien de classes ont été construites? L'année était déjà terminée. Mais c'est pas ça. Ce n'est plus d'actualité. On peut me dire, oui, que ça pourrait servir pour la prochaine rentrée, mais c'est déjà passé. Il faut être dans le feu de l'action aussi. Oui, donc ce sont des faiblesses. Ce sont des faiblesses. Et moi, bon, si la 9e peut corriger quelque chose, moi, je pense que c'est le souhait de tous. Moïse Ousmou, quelles sont les lois qui vous ont marqué dans l'esprit? Il y a celles qu'on a citées là, à part ça, je n'aime pas. Vous savez, quand les lois sont votées au kilo, à une quantité, à une vitesse fulgurante, on n'a pas le temps de les retenir. On a encore l'impression que c'est certains paquets, c'est certains cahiers de charges qu'il faut exécuter à pas forcer ce qui a été fait. Donc, quand les lois ne sont pas suffisamment discutées, non seulement au sein de l'opinion, mais également à l'Assemblée. Encore que c'est à eux-mêmes d'aller demander à la Cour constitutionnelle comment on interprète telle loi. Quand vous êtes informé du vote d'une loi, peut-être la veille, le lendemain à 11h, vous appelez qu'elle est votée, et puis le surlendemain, c'est déjà promulgué. Quel temps vous avez pour prendre connaissance de la loi? Quand, dans ce coup de délai, vous apprenez que 3, 4, 5 lois ont été votées, ce n'est pas évident. Quand le débat n'existe plus, on ne peut pas garder des lois qui ont été votées, même si ça pourrait être fait dans l'intérêt général. Mais selon certains députés, les débats sont faits en commission. Ça ne suffit pas. Mais ce n'est pas eux qui ont inventé l'Assemblée nationale. Avant, on a vu l'Assemblée nationale sur au moins 7 législatures. On a eu des débats en commission, on a eu des débats en plénière, on a eu des débats au sein de l'opinion. Donc la création, bien le mot de fonctionnement d'une assemblée, ce n'est pas eux qui l'ont créé. On a vu ça avant eux. Heureusement que ça existait avant eux. Et il y a des députés, même si c'est un semblant ou un simulacre, qui retournaient à leur base, au moins expliquer
si c'est rare. Et quelle est votre position sur cette C'est loi? un devoir, en fait. Voilà. C'est un devoir. C'est Normalement. un devoir pour le député de retourner à la base Voilà. pour expliquer cela, mais on ne le fait pas. D'avoir même consulté le peuple, en tout cas sa base, par rapport à cette question que la loi soulève avant de revenir au Parlement. Mais on voit que c'est là-bas, ils discutent et c'est terminé. Même discussion là, on n'a pas eu assez de cela, si seulement c'est que c'est la commission qui gère. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'ils ont confondu la façon dont ils sont arrivés au Parlement avec leur rôle. Avec leur rôle. Merci à vous. Bienvenue à Bassagan. Je crois qu'on va en faire un procès contre les députés de Non, la c'est pas un procès, mais 8e législature. il faut dire ce qui est, en fait. Merci pour vos impressions diverses. Alors, nous allons progresser dans ce débat. Nous allons maintenant à présent aborder la dernière ligne droite de cette émission, notamment les espérances par rapport au discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation le 8 décembre prochain. Moïse Dossou. À titre personnel, je n'ai pas d'attente. Comme d'habitude, on va assister à un discours assez court, assez concis. Ça, il faut le noter, c'est relatif du chef de l'État. Il sait faire des discours assez courts, assez précis et tout, ne traîne pas en longueur sur les mots, sur les expressions. Le contenu ne sera pas fondamentalement différent des autres. Il va exposer les progrès du gouvernement au cours de l'année, les perspectives pour l'année prochaine. Et j'espère pour les fonctionnaires, puisque de toute façon, nous, on nous accuse souvent, sinon notre malheureux sort, c'est de plaider pour que les autres aillent mieux, se sentent mieux, soient mieux payés. Mais nous, personne ne s'occupe de nous, pas nous-mêmes. Mais néanmoins, s'il y a une demi-attente, c'est qu'enfin, parce que n'oublions pas que c'est en janvier, au début de l'an, c'est lui, le chef de l'État, qui a dit que cette année, les fonctionnaires auront une augmentation salariale. C'est lui qui l'a dit tout de go. Nous sommes à la fin de l'année, rien n'est arrivé. On nous dit que c'est le 6 là qui va rencontrer les partenaires sociaux avant que le 8 il ait l'Assemblée. C'est qu'enfin, on nous dit clairement, bon, voilà ce qui a été retenu, qu'on nous dise encore. Oui, justement cette rencontre avant son départ pour l'Assemblée, est-ce que encore qu'on ne va pas faites un lien? attendre le dernier mois de l'année, quand on a fait une annonce au premier jour de l'année, qu'on dit que cette année on va augmenter, ce n'est pas le dernier mois de l'année qu'il faut matérialiser. Parce qu'il y a eu des difficultés au cours de l'applicabilité. Le gouvernement sait prévoir. On ne fait pas des annonces comme ça, puis il faut mettre, si on n'a pas pris toutes les garanties pour la concrétiser. Donc j'espère pour les fonctionnaires, puisque moi je ne serai pas impacté, j'espère pour les fonctionnaires tout au moins qui nous dira combien c'est nos. Non, nous ne serons pas impactés. Non, il paraît que si on augmente le SMIC, normalement Laissez tomber ça. Normalement, on devrait être impacté. Ne rêvons pas les yeux ouverts. Jacques Bokor. Allez dans la fonction publique alors. Jacques Bokor, quelles sont vos attentes par rapport à ce discours sur l'état de la nation? Bon, quelques points. Il parlera de l'augmentation des salaires, oui, sauf cataclysme, il le dira. Il parlera de la lutte contre le terrorisme. Je jette les idées. Il parlera certainement, il va féliciter la 8e législature qui pour lui, sans doute, a fait du bon boulot. Il va leur jeter les fleurs puisqu'ils sont en train d'égrener les derniers jours au Parlement. Tout à fait. Il va en dire un mot. Il parlera des élections, pourquoi pas. Oui, des prochaines législatives. Il dira peut-être que ces élections seront inclusives. Donc, il parlera de l'économie des prouesses, sans doute, oui, entre autres points. C'est ce que je peux dire. Voilà. Bienvenue à Wassagan. Vous attendez à vous. Ah oui, par rapport à ce discours, c'est le Père Noël qui a attendu au Parlement. Il faut le dire par rapport à cette question de révalorisation. Ouais, mais quand ça tarde trop aussi, on n'est plus Père Noël parce que dans les pays qui nous entourent, ça a été fait sans grand bruit aussi. Il faut être précis là-dessus. Les étapes, le gouvernement a pris déjà connaissance des étapes. Les points sont déjà fixés et les options aussi retenues. Et c'est juste que le gouvernement veut présenter cela donc aux partenaires sociaux pour recueillir leurs commentaires ou des avis pour pouvoir donc s'il faut améliorer ou bien s'il faut laisser en l'état. Sinon tout est fait déjà. Et juste l'annonce sera faite probablement le 7 après la rencontre avec et le 8 ça sera donc avec dans le
le discours du chef de l'État. Donc, vous faites selon un le point, lien selon avec... le point, non, oui. selon le point du Conseil des ministres, toute la commission a fini son travail. Le gouvernement a retenu les options, mais il faut présenter parce que cela participe vous avez, à un moment donné, il y avait eu un changement là, du dialogue social, voilà. Et donc, c'est dans le cadre du dialogue social qu'il faut donc intégrer ces éléments-là. C'est pour ça que le chef d'État a voulu donc échanger avec ses partenaires-là. Il y a Moïse qui sourit Non, encore. non, je ne veux pas le couper. Je ne souhaite pas le couper. Mais depuis quand ce gouvernement consulte les partenaires sociaux avant de prendre des décisions? Voilà. Depuis quand est-ce qu'ils le font? Vous savez tout récemment qu'il y avait eu... Il y a toujours eu le cas du dialogue social. Ce n'est pas une invention du gouvernement. Ça a toujours existé. C'est une méthode. Depuis quand ceux-là écoutent les partenaires sociaux? Et puis un avis consultatif n'est pas obligatoire. C'est pas un avis consultatif. C'est recueilli pour voir s'il y a des points de divergence qu'il faut s'entendre là-dessus. Depuis quand ils font ça avant d'agir? Ils ont toujours agi avec guise. Pourquoi cette fois-ci on prend tout le temps de l'année finie et on dit comment encore en fait, moi je pense que le gouvernement veut leur balancer quelque chose juste. Non, je ne pense pas. Ailleurs, les gens n'ont pas fait cette promesse au début de l'année avant d'agir. Au Togo, en Côte d'Ivoire, au Ghana. On est juste passé à la suite. Ce que je vis chez vous, c'est pas ça que je vis chez moi. Ouais, mais c'est pas les mêmes réalités. Mais il faut reconnaître une chose. Il faut reconnaître une chose. Tout gouvernement responsable devait y aller. Parce que la situation que nous traversons, vous savez combien coûte le kilo de riz désormais? Mais les spaghettis, là, on a même diminué le grammage. Vous savez, et ça a augmenté le prix. La revalorisation devait intervenir pour tout gouvernement responsable. Donc, c'est de fait qu'on devait le faire. De fait, parce que ce que les gens vivent dans la sous-région, ce n'est pas le Bénin seul. Les autres l'ont fait, ont compris, on l'ont fait. Donc, le chef de l'État n'a pas le choix. Il doit le faire. La devait concerner tous les travailleurs. Tous les travailleurs. Voilà, justement. 5% de ceux qui travaillent. On va augmenter le SMIC. On va augmenter le SMIC et vous serez impacté. Pour que tout le monde puisse en bénéficier. Justement, puisqu'on parle de revalorisation et d'augmentation des salaires pour les travailleurs, il y a ceux qui sont dans le privé comme vous tout à l'heure qui estiment que, bon, ils ne sont pas impactés et véritablement, bon, voilà. Oui, mais ça aussi, c'est nous. On ne va pas tirer sur le gouvernement, c'est nous-mêmes, nous sommes fautifs. Voilà. Enfin, nous qui sommes de la presse notamment, c'est nous-mêmes qui sommes fautifs. Ouais. Parce qu'on a pris l'habitude pendant des lustres de plaider, de nous battre pour les autres. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, on se tait, on s'accroupit, on se laisse aller au sol. Donc ça, ce n'est pas un gouvernement qui vient d'arranger notre situation. Voilà. Tant qu'on ne va pas se réveiller nous-mêmes, et parce que nous avons un pouvoir que nous méprisons, que nous ignorons. Quand on ne va pas se réveiller nous-mêmes au sein de cette corporation pour montrer que nous existons, que nous sommes capables de telle chose, on va toujours croupir dans la misère. Ça, y a pas ce qu'il dit, un seul exemple, la convention collective qui date de Mathusalem. C'est-à-dire les salaires qu'on a fixés, il faut voir, mais combien respectent ça? Oui, mais combien respectent ça? Mais je pense que quelque part, l'État ou le gouvernement a son rôle à jouer. Oui, dans ça. C'est à nous de susciter. Oui, mais il y a la fonction, enfin, le ministère du Travail, ce n'est pas pour l'administration publique seulement. Je suis d'accord. Donc, le gouvernement ou l'État a sa partition à jouer là. Moi, j'ai lu l'appel de Agapit Napoléon Maforican sur les États généraux 20 ans et qui orientait donc la presse. Moïse l'a dit tout à l'heure. C'est nous-mêmes qui allons donc prendre le devant des choses. Et parfois même nous qui sommes un peu jeunes et par rapport à vous, moi parfois j'accuse les aînés parce que quand certains se sont retrouvés très à l'aise, quand ils se sont retrouvés très à l'aise dans le système, ils ont oublié nous autres. Merci à vous, bienvenue à Bassagan. Merci également à Jacques Bokor, merci également à Moïse Dosoumou. Je rappelle que Bienvenue à Bassagan est journaliste au sein du groupe de presse Le Matinal. Jacques Bokor, rédacteur en chef du quotidien, pas le Matinal, mais Matin Libre plutôt. Et Moïse Dosoumou, journaliste au sein du groupe de presse Fraternité, chroniqueur politique. Merci à vous pour ces analyses. Merci à vous également, chers amis internautes, pour l'attention accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur EZAE TV.